Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film marquant de cette année 2024, Juré numéro 2, le dernier film en date de Clint Eastwood. Et quand je dis le dernier, ça pourrait bien être littéralement son dernier film, puisque le légendaire réalisateur a maintenant 94 ans. Un âge qui force le respect, surtout quand on voit la maîtrise dont il fait encore preuve derrière la caméra. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes et j'ai heurté quelque chose. Je suis sorti de la voiture pour vérifier. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Avant de plonger dans l'analyse de ce film à proprement parler, prenons un moment pour mesurer l'importance d'Eastwood dans le paysage cinématographique. En plus de 50 ans de carrière derrière la caméra, il nous a offert pas moins de 40 films en tant que réalisateur, de L'évadé d'Alcatraz à Million Dollar Baby, en passant par Impitoyable, Sur la route de Madison, Mystic River ou encore Gran Torino. Chacune de ses œuvres a marqué son époque. Et ce qui est fascinant, c'est sa capacité à se renouveler tout en gardant son style si particulier. Les films de justice, Eastwood les connaît bien, particulièrement avec Jugé coupable en 1999 par exemple, qui explorait déjà les failles du système judiciaire américain, et plus récemment avec Richard Jewell en 2019 qui s'attaquait à l'impact médiatique sur une procédure judiciaire. Avec Juré numéro 2, il revient à ce qu'il maîtrise, mais avec un angle cette fois-ci totalement inédit. Le tournage de ce film a d'ailleurs été particulièrement remarquable. À 94 ans, Eastwood a dirigé son équipe avec la même énergie qu'à ses débuts, maintenant sa réputation de réalisateur capable de tourner avec un minimum de prise. Nicholas Hoult, l'acteur principal, a d'ailleurs témoigné de l'incroyable vivacité du réalisateur sur le plateau, capable de travailler 12 heures par jour sans montrer de signes de fatigue. Bref, savoir que ce film pourrait être son dernier a quelque chose d'à la fois excitant, mais aussi terriblement flippant, tant c'est une légende du cinéma. Bien, et où est le problème? J'ai été convoqué pour être juré. L'affaire Kendall Carter. L'histoire suit Justin Kemp, incarné donc par Nicholas Hoult, un architecte prometteur et futur père qui se retrouve juré dans un procès pour meurtre. Le twist scénaristique est fascinant. Au fur et à mesure que le procès avance, il réalise qu'il pourrait bien être lui-même impliqué dans ce crime. Cette prémisse, qui pourrait sembler tirée par les cheveux dans d'autres mains, devient sous la direction d'Eastwood un formidable terrain d'exploration morale et psychologique. Le film s'inscrit dans une riche tradition de films de procès aux côtés des classiques comme 12 hommes en colère par exemple de Sidney Lumet ou encore Présumé innocent d'Alan J. Pakula dont on a vu un bon reboot dernièrement en série sur Apple TV+, et d'ailleurs vous trouverez une critique sur la chaîne de cette série. Eastwood apporte cependant un regard nouveau sur le genre en mêlant habilement thriller psychologique et drame judiciaire. Cette approche hybride permet d'explorer non seulement les mécanismes de la justice, mais aussi les tourments intérieurs d'un homme confronté à sa propre conscience. Le contexte de sortie du film est également intéressant. Dans une industrie cinématographique dominée par les blockbusters et les franchises, Juré numéro 2 fait figure d'ovni. C'est un film adulte, réfléchi, qui prend son temps pour développer ses intrigues. C'est presque un acte de résistance de la part d'Eastwood, comme un dernier message à Hollywood sur l'importance de continuer à produire ce type de cinéma. Dans ce Juré numéro 2, on constate d'emblée que le réalisateur n'est pas un débutant, puisqu'on constate une maîtrise absolue de la réalisation. Eastwood reste fidèle à son style, avec cette mise en scène épurée qui fait sa marque de fabrique depuis des années. Chaque plan est plutôt bien pensé, sans jamais pour autant tomber dans la démonstration gratuite. C'est du grand art, tant dans sa forme pure, et c'est servi par une équipe qui travaille avec lui d'ailleurs depuis des années. La photographie, par exemple, signée Joel Cox, son collaborateur de longue date, mérite qu'on s'y attarde. Le film joue constamment sur les contrastes. Les scènes de tribunal sont baignées dans une lumière froide et clinique, presque chirurgicale,
qui rappelle l'impartialité supposée de la justice. À l'opposé, les moments les plus personnels de Justin sont traités avec des tons plus chauds, plus intimes. Cette dualité visuelle n'est pas qu'esthétique, elle reflète parfaitement, le conflit intérieur du personnage tiraillé entre son devoir de juré et ses propres démons. Prenons par exemple la séquence d'ouverture. En à peine 3 minutes, Eastwood pose tous les éléments de son intrigue. La caméra suit Justin dans les couloirs du tribunal, alternant entre plans larges qui soulignent la solennité du lieu et gros plans sur son visage qui trahissent déjà une certaine anxiété. Le montage est précis, rythmé, sans temps mort, mais sans précipitation non plus. C'est une leçon de cinéma de ce côté-là. Les scènes aussi de délibération du jury, par exemple, sont particulièrement remarquables. Eastwood évite l'écueil du huis clos statique en variant constamment les angles de prise de vue. Ça change par exemple de ce qu'on a vu dans Joker 2 récemment. La caméra circule entre les jurés comme une entité invisible, captant un regard, une réaction, créant une véritable chorégraphie visuelle qui maintient l'attention. Le travail sur la profondeur de champ est particulièrement soigné, permettant de suivre simultanément les réactions de plusieurs personnages. Le montage, enfin, élément crucial dans un film de ce genre, est lui aussi très efficace. Les transitions entre le présent et les flashbacks sont fluides, naturelles, jamais gratuites. Chaque retour en arrière est motivé par un élément du procès, créant un effet miroir saisissant entre le passé et le présent. C'est un travail d'orfèvre qui permet de maintenir le suspense tout en développant la psychologie des personnages. Enfin, la bande sonore mérite également qu'on s'y attarde, contrairement à beaucoup de thrillers contemporains qui exploitent et qui surexploitent même la musique pour créer de la tension. Eastwood opte ici pour une approche plutôt minimaliste. Les silences sont importants, aussi importants que les notes de musique, et ça crée une atmosphère oppressante qui colle parfaitement au tourment intérieur de notre protagoniste. Les bruits du tribunal, quant à eux, le marteau du juge par exemple, le froissement des papiers, les murmures aussi du public, deviennent une partition à part entière. Du côté des performances, on a donc un Nicholas Hoult qui livre ici une prestation plutôt mature. Son interprétation de Justin est un exercice d'équilibriste. Il doit incarner à la fois un homme ordinaire et quelqu'un qui cache potentiellement un lourd secret. Chaque expression compte, chaque regard a un sens. Enfin, dans leur scène de délibération, on peut aussi voir que sur les visages, on a un combat intérieur qui le déchire sans que le mot ne soit pour autant prononcé. Toni Collette, quant à elle, en procureur, est tout simplement impressionnante. Elle apporte une gravité et une humanité à un rôle qui aurait pu être stéréotypé comme on le voit souvent. Sa performance est tout en nuances, ça évite le cliché du procureur acharné pour proposer un personnage complexe porté sur une véritable quête de la vérité. Les scènes qui l'opposent à la défense sont parmi les plus intenses du film, notamment grâce à son jeu tout en retenue. Enfin, je dirais que le reste du casting est également excellent, particulièrement dans les scènes de délibération du jury. Chaque juré est un personnage à part, avec sa personnalité, ses préjugés, ses motivations, et ces scènes de groupe sont chorégraphiées comme un ballet où chaque intervention compte, où chaque réaction participe à la tension générale. Il y a 1 an, le 25 octobre, l'accusé James Sight et sa petite amie de l'époque, Kendall Carter, se sont disputés. Il va payer pour ce qu'il a fait. Le véritable tour de force de juré numéro 2 réside bien entendu dans sa réflexion sur la justice et la morale. Le dilemme auquel fait face Justin est fascinant. Que faire quand on réalise qu'on pourrait être responsable du crime qu'on est censé juger ? Cette situation, qui pourrait sembler artificielle dans un autre contexte, devient tout à fait intéressante dans les mains de Eastwood, avec un puissant vecteur de questionnement moral. Le film explore cette problématique sous plusieurs angles. D'abord, il y a la dimension personnelle. Comment Justin va-t-il gérer cette révélation ? Les scènes où il tente de mener sa propre enquête en parallèle du procès sont particulièrement révélatrices. On le voit lutter entre son devoir de juré qui exige objectivité et impartialité et son instinct de survie qui le pousse à protéger ses intérêts. Le système judiciaire lui-même est disséqué avec précision. Le film montre comment la vérité judiciaire peut différer de la vérité factuelle. Les témoignages contradictoires, les preuves circonstancielles, les interprétations multiples d'un même fait, tout concourt à créer un tableau complexe où la certitude absolue semble quasi impossible.
On a notamment une scène particulièrement forte qui montre comment un même événement peut être interprété différemment selon le point de vue. Celui de l'accusation, celui de la défense et la réalité que seul Justin connaît peut-être. Le rôle des autres jurés est également crucial dans cette réflexion. Chacun apporte sa vision, ses préjugés, son histoire personnelle, et il y a aussi le juré qui se base sur uniquement les faits, celui qui se base sur son intuition, celui qui se projette avec sa propre expérience. Ces différentes approches de la justice créent des débats passionnants qui rappellent les meilleurs moments de 12 hommes en colère par exemple, ou encore apportent une perspective, tout en apportant une perspective assez moderne sur ces questions. Le film aborde aussi la question de la rédemption et du pardon. Peut-on juger quelqu'un pour un acte passé quand on a soi-même quelque chose à se reprocher? Cette question traverse tout le film, notamment à travers le personnage principal qui doit faire face à ses propres démons, tout en participant au jugement d'un autre. Une scène particulièrement poignante montre sa conversation, par exemple, avec sa compagne enceinte, où le poids de ses secrets menace de détruire son futur. La notion de responsabilité collective est également explorée. Le jury, en tant qu'institution, représente la société dans son ensemble. Comment 12 personnes peuvent-elles porter le poids d'une décision qui changera la vie d'un homme? Le film montre brillamment tous ces mécanismes de groupe à l'œuvre. Les alliances qui se forment, les opinions qui s'influencent mutuellement, les doutes aussi qui s'installent et qui se dissipent au fil des discussions. Bref, tout cela est vraiment bien fait. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Autre point intéressant dans Juré numéro 2, et j'y vois une résonance profonde avec notre époque contemporaine. Dans un monde effectivement post-vérité, où les fake news prolifèrent et où chacun revendique sa vérité, le film pose des questions essentielles sur la nature même de la vérité et de la justice. La façon dont Eastwood déconstruit l'image du bon père de famille est particulièrement pertinente aujourd'hui. Justin représente en apparence le succès à l'américaine, mais cette façade cache des zones d'ombre. Cette dualité fait écho à notre époque où les réseaux sociaux nous poussent à présenter une image parfaite de nous-mêmes, masquant souvent une réalité bien plus complexe. Le film aborde également des thèmes sociétaux brûlants d'actualité. La question de la responsabilité individuelle face au collectif résonne particulièrement à l'heure où notre société débat de sujets comme la justice climatique par exemple. Le traitement médiatique de l'affaire dans le film fait écho aussi au grand procès médiatisé de notre époque. On voit comment les médias peuvent influencer l'opinion publique, comment un fait divers peut devenir un spectacle, et comment la présomption d'innocence peut être mise à mal par la pression médiatique. Ces scènes rappellent des affaires récentes, que je ne vais pas citer, mais qui ont défrayé la chronique, où le tribunal médiatique a parfois malheureusement précédé le tribunal judiciaire. La technologie joue également un rôle important dans le film. On a des smartphones, des caméras de surveillance, des traces numériques. Tout cela crée un réseau de preuves potentielles qui complexifie encore la notion de vérité. Bref, encore une fois, un vrai reflet de notre époque, pas mal pour un réalisateur de 94 ans. Tu sais ce que tu dois faire. Juré numéro 2 est bien plus qu'un simple thriller judiciaire. C'est une œuvre qui prouve qu'à 94 ans, Clint Eastwood reste un observateur lucide de notre société et un conteur hors pair. Si c'est vraiment son dernier film, ce sera une conclusion remarquable à une carrière exceptionnelle. Dans un paysage cinématographique où les franchises et les effets spéciaux sont toujours là, ce film nous rappelle l'importance du cinéma d'auteur américain. C'est une œuvre qui fait confiance à l'intelligence du spectateur, qui pose des questions sans imposer des réponses, qui nous fait réfléchir tout en nous divertissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé du film évidemment, et si vous aussi vous avez été touché par cette réflexion sur la justice et la morale. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et surtout, prenez soin de vous.